Nasser ne mourra jamais, scandent les masses arabes après la disparition de leur leader en septembre 1970. Nasser a été durant plus d'une décennie le porte-parole de toutes les causes des peuples arabes. Du Caire à Beyrouth, de Damas à Jérusalem, ils se sentent orphelins et pleurent autant Nasser que leur sort en cette période de désarroi du monde arabe. J'ai la nostalgie de cette période-là parce qu'on a vécu une période tellement belle d'espoir. Nasser était dans ce temps-là, excusez-moi, le dieu du monde arabe. C'était le vrai dirigeant, le seul dirigeant, si vous voulez, du monde arabe. Dans les rues du Caire, plusieurs millions d'Égyptiens enveloppent le cercueil de leur héros. Avec Nasser s'en vont la fierté et le rêve. Ne reste que des illusions et de cruelles déceptions. Nasser est pour les uns le leader qui a défié les puissances occidentales. Pour les autres, le héros d'un nationalisme arabe longtemps rempart contre l'islamisme. C'est un héros, c'est un homme qui a, à un moment donné dans l'histoire, été un phare pour le monde arabe. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur dirigeant que Nasser. Mais à cause de son régime dictatorial, il nous a menés à des désastres. Gamal Abdel Nasser arrive au pouvoir en 1952, à la suite d'un coup d'État. Il est le leader d'un groupe d'officiers nationalistes qui renverse le roi Farouk. Un monarque corrompu, héritier d'une dynastie protégée par l'Empire ottoman puis par l'Empire britannique. Ce mouvement des officiers libres met ainsi fin à plusieurs siècles de domination étrangère et instaure une république. Ces militaires sont des inconnus pour les Égyptiens. Ils trouvent leur porte-drapeau en la personne du général Mohammed Naguib, homme populaire et respecté. Il va y avoir une lutte pour le pouvoir entre lui et Nasser, entre lui et les officiers libres en fait, entre autres pour savoir quel type de régime politique on va construire, et notamment si on va construire un régime multiparti ou bien un régime tel que Nasser le souhaite, c'est-à-dire un régime à parti unique. Naguib veut instaurer une démocratie parlementaire, mais Nasser s'y oppose. Pour contrer les projets de son concurrent, Nasser consolide son emprise sur l'armée. Il encourage la création de nouvelles organisations de jeunes ou de femmes qui lui font allégeance. La confrontation entre le général Naguib, devenu président de la République, et le colonel Nasser, son vice-président, durera jusqu'à l'automne 1954. Le 19 octobre, Nasser signe un accord avec le gouvernement de Londres pour l'évacuation des derniers soldats britanniques du canal de Suez. Il apparaît ainsi comme le gardien de la souveraineté égyptienne. Quelques jours après la signature de cet accord, Nasser choisit Alexandrie pour prononcer un de ses discours fleuves dont il a le secret. Nasser commence à évoquer la genèse de son engagement pour la liberté et la dignité du peuple égyptien lorsqu'un homme surgit de la foule et tire sur lui. Gamal Abdel Nasser sort indemne. Des 8 balles tirées, aucune ne l'atteindra. De retour au Caire, Nasser est accueilli comme un miraculé, un protégé d'Allah, à qui rien ne peut arriver. Il devient le héros d'une Égypte à la recherche d'un chef, d'un raïs. Désormais, Nasser ne prend plus de gants avec ceux qui se mettent en travers de son chemin. L'opposition des frères musulmans est la plus importante et la plus structurée. Cette organisation politico-religieuse qui veut imposer un gouvernement islamiste était un allié de Nasser avant le coup d'État. L'auteur de la tentative d'assassinat sur la personne de Nasser, Mohamed Abdel Latif, est un membre des frères musulmans. Condamné à mort, il est exécuté. L'absence d'enquête indépendante laisse planer encore aujourd'hui des doutes sur les circonstances de cette tentative d'assassinat.
D'un point de vue historique, je n'ai pas trouvé de preuve irréfutable de ce qui s'est réellement passé. Selon Nasser, les frères musulmans croyaient que le putsch de 1952 aboutirait à un État islamique conforme à leur idéologie. Puis ils se sont sentis trahis et ont décidé de le tuer. Les frères musulmans ont une autre version. Pour eux, Nasser avait fomenté cette tentative d'assassinat pour les discréditer avant de les éliminer et les emprisonner. Nasser fait arrêter plus d'1 millier de frères musulmans, y compris leur chef, le guide suprême. 6 d'entre eux seront exécutés. Il procède à une épuration de la classe politique égyptienne. Il emprisonne et envoie dans des camps de détention tous les opposants, les communistes et les partisans du général Naguib. Accusé d'avoir trempé dans la tentative d'assassinat à Alexandrie, Naguib est chassé du pouvoir et assigné à résidence. Il agit en dictateur absolu. Il va rayer, gommer toute forme d'opposition et il va créer les premiers camps. Des camps, on n'oserait pas dire de concentration. Appelons ça des camps de prisonniers. Le problème lorsqu'un dirigeant croit qu'il est le seul à savoir ce qui est le mieux pour le pays et pense que tous les opposants sont soit des traîtres, soit des ennemis de la nation, c'est qu'il met naturellement en place un État policier avec d'importants services de renseignement. Tous les opposants sont ainsi mis sous surveillance, dans les prisons ou dans des camps de détention. Maître absolu de l'Égypte, Nasser veut instaurer la justice sociale dans son pays, son seul programme politique affiché. D'origine modeste, il connaît la pauvreté criante des masses paysannes, majoritaires dans la population. Il confisque des terres aux grands propriétaires pour les redistribuer aux petits fellahs, les paysans du Nil. Nasser impose à son pays des réformes qui ne sont pas toujours conformes à l'islam, comme le contrôle des naissances ou l'interdiction de la polygamie. Mais il ne veut surtout pas apparaître comme un communiste, un athée, aux yeux d'un peuple profondément croyant. Alors, il multiplie les postures religieuses, comme celle d'accomplir plusieurs pèlerinages à la Mecque. La principale préoccupation de Nasser est le développement de son pays, jusqu'à une attaque de son voisin Israël, en février 1955. À la suite d'une opération de fédayines palestiniens depuis la bande de Gaza, alors sous contrôle de l'Égypte, les représailles de l'armée israélienne font plusieurs dizaines de victimes égyptiennes. La doctrine en vogue à l'époque en Israël, c'est qu'on ne laisse rien sans riposte parce que la dissuasion d'Israël est à ce prix. Pourquoi? Parce que le pays est tout petit, parce qu'il est entouré d'ennemis. C'est pour ça qu'aux incursions de fédayines répondent des actions violentes. Le facteur israélien, mais vraiment n'était pas très important dans la politique intérieure en Égypte. Mais lorsque les Israéliens ont attaqué Gaza, qui était sous le contrôle d'Égypte, il a trouvé qu'il serait très difficile pour un régime militaire d'accepter une telle défaite humiliante. Nasser ne souhaite pas de confrontation avec Israël. Mais il doit se préparer à l'éventualité d'une guerre et cherche à mieux équiper son armée. Lors de la conférence des pays non alignés à Bandung, en Indonésie, il demande conseil au Premier ministre chinois Chou En-lai. Celui-ci lui recommande de s'adresser aux Soviétiques. En cette période de guerre froide, Nasser sait que le Moyen-Orient est dans la zone d'influence des États-Unis. Il s'adresse donc dans un premier temps aux Américains. Ceux-ci lui demandent en échange de signer le pacte de Bagdad, créé par la Grande-Bretagne, regroupant dans un accord de défense l'Irak, la Turquie, l'Iran et le Pakistan. Nasser refuse de signer ce pacte, puisque, rappelons-le, Nasser est un fervent défenseur du non-alignement, ni Est ni Ouest. Et on veut lui imposer ce pacte. Il ne veut pas le signer. On veut lui imposer ensuite de faire la paix avec Israël. Il y avait une entente entre les ambassadeurs britanniques et américains pour que les États-Unis ne livrent pas d'armes au Caire tant qu'il n'y aurait pas un accord de paix entre Israël et l'Égypte.
Nasser refuse tout accord de paix avec Israël. Il n'a pas d'autre choix que de s'adresser à l'Union soviétique. Celle-ci accepte, sans condition, car c'est une occasion pour elle de mettre un pied au Moyen-Orient, chasse gardée de l'Occident. Pour ne pas provoquer la colère des Américains, officiellement l'Égypte achète des armes à la Tchécoslovaquie. Mais les vrais fournisseurs sont les Soviétiques. Nasser peut enfin équiper son armée de matériel moderne. Une armée dont il confie le commandement à son fidèle ami, Abdelhakim Amer, qui cumule les fonctions de chef d'état-major et de ministre de la Défense. Le colonel Nasser souhaite donner à son pouvoir des apparences civiles. En 1956, il se fait élire président de la République, avec près de 100% de voix. Pour réguler les crues du Nil et constituer un réservoir d'eau pour une agriculture qui fait vivre l'immense majorité des Égyptiens, Nasser rêve d'un grand barrage à Assouan. L'Égypte a besoin d'eau. Le Nil ne suffit plus. En tout cas, pour irriguer, il faut un barrage. Et c'est vital. Il y va de la survie de ce pays. Il va donc, encore une fois, se tourner vers les Américains. Il essayait d'avoir l'aide des Américains. Plusieurs pourparlers ont eu lieu pour qu'on puisse... Parce qu'il savait qu'il avait besoin du barrage d'Assouan. Il avait besoin d'argent pour l'économie et de lancer l'économie égyptienne. Les Américains l'ont dupé. Au début, ils lui ont fait croire que oui, on va vous aider. L'Amérique a réfléchi, elle ne prêtera pas l'argent à l'Égypte. Donc cette humiliation-là, il l'a très mal vécue. L'Égypte est à l'agonie. D'où va venir l'argent? Canal de Suez. Donc c'est là qu'il pense au canal de Suez, quand toutes les portes ont été fermées. Quand il fait son discours, il raconte exactement pourquoi il le nationalise et comment on l'a humilié. Et comment il a frappé à la porte de l'Amérique, et comment il a supplié l'Angleterre, et qu'on l'a renvoyé comme un gueux, comme un moins que rien. C'est la première fois dans l'histoire du monde arabe où un homme politique tape du pied et leur dit « Vous ne voulez pas m'aider? C'est pas grave, je peux me débrouiller ». Vous pouvez imaginer le reste du monde arabe quand il entend ce genre de discours. On est fiers. Vraiment, on était fiers en se disant, au moins quelqu'un qui dit non. Maintenant, ça suffit, on prend notre destin en main. J'étais chez le responsable de notre parti. Il avait un radio, je crois, il était le seul dans le quartier qui avait un radio. Et nous étions chez lui, et comme nous étions contre Abdel Nasser, nous avons considéré Abdel Nasser comme un espion américain. Jamal Abdel Nasser a commencé à faire son discours. Nous avons continué à lui insulter, à lui accuser d'être agent et tout ça. Puis, quand il a dit décision du président de la République de nationaliser le canal de Suez, moi j'étais ému et les larmes sont vraiment bondi de mes yeux et couvert la radio de ma joie. En nationalisant le canal de Suez, Nasser passe du statut de Raïs, un chef, à celui de Zaïm, un guide, un leader emporté par un tapis magique d'une immense popularité dans tout le monde arabe. Ce geste de défi à l'Occident est salué par la plupart des pays du tiers-monde. En Grande-Bretagne et en France, propriétaire de la compagnie du canal de Suez, les réactions à l'égard de Nasser sont sans nuance aucune. Si le dictateur égyptien remportait un succès à l'occasion du canal de Suez, ce serait une occasion pour un très grand nombre de pays arabes de lui emboîter le pas, de le suivre. Nous avons raison de dire non à Nasser, et si nous avions dit non en 1936 à Hitler, nous n'aurions peut-être pas eu la guerre de 1939-1945. La presse française et britannique emboîte le pas aux dirigeants politiques, dans une hystérie digne de la propagande de la presse égyptienne. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une réincarnation, ce n'est qu'une mauvaise imitation. Ils sont convaincus que
que ce type, c'est un fou furieux. Écoutez, il faut se remettre dans l'esprit de cette époque coloniale. Comment un esclave se révolte contre son maître? C'était ça le choc. Ce qu'avait fait Nasser n'avait rien de particulièrement choquant. Il n'avait pas fait un hold-up. Il avait nationalisé un bien égyptien qui, au demeurant, serait retombé dans l'escarcelle égyptienne 10 ans plus tard. Il y avait un bail de 100 ans. Donc, en 68, le canal revenait à l'Égypte de toute façon. Deuxièmement, De Gaulle avait bien nationalisé les charbonnages de France. L'Angleterre avait nationalisé aussi. Ce n'était pas un acte absurde dans la mesure où il dédommageait les actionnaires. L'occasion semble belle pour les Britanniques et les Français d'arrêter l'ascension d'un ennemi qui gêne leurs intérêts dans le monde arabe. La Grande-Bretagne n'a pas encore accepté son départ d'Égypte et craint également l'extension de l'influence de Nasser dans le Golfe arabe, où elle est encore présente. En cette année 1956, la France fait face à des rebelles algériens soutenus par l'Égypte. Elle pense qu'en éliminant Nasser, elle pourra mettre un terme à cette guerre de décolonisation. Les Français et les Britanniques mettent au point un scénario secret avec le Premier ministre israélien David Ben Gourion pour attaquer l'Égypte. L'intérêt d'Israël, c'était de briser la puissance militaire égyptienne dans le Sinaï. C'est l'époque où Nasser vient de signer un énorme contrat d'armement avec la Tchécoslovaquie, avec l'Union soviétique, avec le bloc de l'Est. Et Ben Gourion a peur, véritablement peur, que l'Égypte devienne une puissance militaire avec laquelle il sera difficile de se mesurer une fois qu'elle aura digéré ces énormes quantités d'armement. Le 29 octobre 1956, les troupes du général Moïse Dayan se lancent dans le Sinaï en direction du canal de Suez, appuyés en secret par des avions français. Les Israéliens trouvent peu de résistance du côté de l'armée égyptienne. Conformément au scénario élaboré avant l'opération, Londres et Paris envoient un ultimatum à l'Égypte et à Israël pour qu'ils se retirent du canal. Nasser refuse. Les Britanniques et les Français peuvent alors s'engager dans le conflit, officiellement pour s'interposer entre les Égyptiens et les Israéliens. Le 5 novembre, des parachutistes français venus d'Algérie sautent près du canal. Puis ce sont les commandos des Royal Marines anglais qui investissent les plages et se dirigent vers Port Saïd. Les deux rives du canal sont occupées et les trois armées alliées se trouvent à 2 heures du Caire. Son armée défaite, Nasser cherche à organiser la résistance populaire. Il s'adresse à son peuple dans l'enceinte de la célèbre institution religieuse El Azhar pour le mobiliser. إذا كانت بريطانيا بتعتبر إنها دولة كبرى وفرنسا بتعتبر إنها دولة كبرى إحنا شعب مؤمن حيكون شعارنا دائما الله أكبر. J'ai commencé à me rendre compte que mon père était président au moment de la guerre de 1956. Car le début de la guerre nous a tous surpris. Mon père a demandé à sa famille de ne pas quitter le Caire. Durant l'offensive, beaucoup de personnes ont quitté la capitale pour la province, fuyant les bombardements. En cette période de crise nationale, Nasser adopte une attitude traditionnelle pour mobiliser les foules. La même d'ailleurs que celle des monarques par le passé. Une attitude qui consiste à user d'un discours religieux. L'appel de Nasser au sentiment religieux ne suffit pas à éviter une déroute à l'Égypte. La résistance populaire est insuffisante et l'armée commandée par Abdelhakim Amer est anéantie. Le pouvoir de Nasser est menacé. Un ultimatum de l'Union soviétique et des États-Unis sauve l'Égypte. Les deux grandes puissances obligent les trois armées alliées à se retirer. Les Américains veulent montrer que leur pays est maître du jeu au Moyen-Orient, à un moment où les Soviétiques menacent d'une intervention pour venir en aide à son seul protégé dans la région, l'Égypte. La menace soviétique de lancer des missiles sur Londres et Paris n'était pas prise au sérieux, mais ce qui a été pris au sérieux,
c'est la possibilité de la présence des troupes soviétiques dans le Moyen-Orient. Et je pense que les États-Unis ne voulaient pas cette perspective. Les seuls qui ont un intérêt clair, et les seuls d'ailleurs qui vont gagner quelque chose, c'est Israël. Les autres vont revenir là contre les jambes, après avoir renforcé Nasser. Paradoxalement, l'homme a été formidable pour transformer des défaites militaires en victoires politiques. En contrepartie de son retrait du Sinaï, Israël obtient l'autorisation pour ses bateaux d'emprunter le détroit de Tiran, qui se trouve dans les eaux territoriales égyptiennes, son seul accès vers la mer Rouge. Les casques bleus de l'ONU garantiront cette liberté de navigation ainsi que les frontières internationales en s'interposant entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne. Le peuple égyptien n'est pas informé de la concession faite à l'État hébreu. Le retrait d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne est présenté aux Égyptiens comme une victoire attribuée au génie politique de Nasser. Les Français et les Britanniques qui y vivent pour certains depuis plusieurs décennies sont expulsés d'Égypte. La communauté juive, présente dans le pays depuis plusieurs siècles, est accusée d'être la 5e colonne d'Israël. Des milliers de Juifs quittent leur pays pour la France, les États-Unis et pour Israël, qui en accueille près de la moitié. Vont être expulsés tous ceux qui ont des passeports français et britanniques, qui va avoir rupture des relations diplomatiques évidemment, et aussi toute une série de gens qui sont considérés comme des étrangers parce qu'ils n'ont pas de passeport. Et parmi eux, il y a beaucoup de juifs. Mais ce n'est pas l'expulsion de tous les juifs, mais ça va marquer le début d'une émigration juive qui va s'achever en gros au début des années 60. La vérité est que l'Égypte a beaucoup perdu sur le plan culturel et économique avec le départ des étrangers. Parce qu'il existait un équilibre en Égypte qui a été ébranlé. La tradition veut que toute personne qui vit en Égypte soit traitée comme un Égyptien. L'Égypte, qui depuis des siècles intègre de nombreuses diversités culturelles et religieuses, change sous l'impulsion de Nasser. L'identité arabe du pays est glorifiée. Nasser se présente comme le leader du panarabisme, une idéologie qui prône l'union de tous les Arabes. Celui qui promet au peuple arabe la fin des humiliations passées apparaît comme l'héritier de Saladin, le héros arabo-musulman, vainqueur des chrétiens au temps des croisades. Son discours parle au petit peuple. Les gens ont envie d'entendre ça. Ils ont rêvé d'entendre un homme qui leur dise « La nation arabe, le monde arabe va lever la tête, nous allons devenir une puissance ». Le discours de Nasser fait de lui inévitablement un mythe dans le monde arabe, parce qu'il prônait l'unité arabe et le nationalisme arabe. Chaque citoyen des pays arabes pouvait le considérer comme son propre dirigeant. Il ne voulait pas d'ailleurs être seulement un leader égyptien, mais un leader arabe. Le mythe du panarabisme existait avant Nasser. En Syrie, le principal promoteur de cette idéologie est un chrétien, Michel Aflaq, qui appelle à l'union de son pays avec l'Égypte. Les dirigeants de Damas pensent que cette union assurera une stabilité à leur jeune nation dont les frontières ont été tracées par les anciens colonisateurs, français et britanniques. Pour eux, le panarabisme est un ciment entre les différentes communautés religieuses et culturelles qui vivent dans le pays. Il était logique que la Syrie, proche de l'Égypte historiquement et culturellement, et en vérité le berceau du nationalisme arabe en tant qu'idéologie, soit le premier État dans cette union. Nasser était convaincu que si le monde arabe s'unissait, il deviendrait une puissance sur la scène internationale. L'union entre l'Égypte et la Syrie est scellée au Caire, début 1958, entre Gamal Abdel Nasser et le président syrien pour former une seule nation, la République arabe unie. L'événement suscite l'euphorie des peuples arabes qui rêvent de rejoindre cette union. À Damas, une marée humaine accueille Nasser. Des Syriens viennent de toutes les régions du pays pour aller à sa rencontre.
Les Arabes des pays limitrophes se joignent aux Syriens pour saluer le héros de la grande nation arabe. Le plus bel accueil réservé à mon père venait de Libanais qui avaient traversé la frontière pour se rendre à Damas et avaient attendu toute la nuit dans les rues, jusqu'au lendemain. Plus de 300 000 Libanais qui ont fait le voyage de Beyrouth, enfin du Liban à Damas, pour acclamer cette union. Les musulmans du Liban ont tout de suite voulu se jeter dans cette union-là et ont estimé que le Liban pouvait entrer aussi dans cette communauté. Cette agitation des musulmans libanais fait peur aux chrétiens maronites qui rejettent tout rapprochement avec la nouvelle République arabe. Déjà fragilisé par une crise institutionnelle, le Liban assiste à un début de guerre civile. Le président Camille Chamoun demande l'intervention des États-Unis. Les Marines américains débarquent à Beyrouth et occupent le pays quelques mois, le temps d'éloigner toute velléité d'union avec la République arabe unie. De son côté, la Grande-Bretagne envoie des parachutistes pour protéger le roi Hussein de Jordanie qui craint un coup d'État d'inspiration nassérienne. Il ne veut pas subir le même sort que son cousin, le roi d'Irak, assassiné par des officiers libres lors d'un coup d'État. Les appels de Nasser à une grande nation arabe font peur à toutes les monarchies de la région. L'Arabie saoudite, fidèle alliée des États-Unis, veut contrer l'influence grandissante de Nasser. C'était en vérité une bataille historique contre l'arabisme moderne et une idéologie, un gouvernement traditionnel, conservatif, islamiste. Il y avait la guerre froide au niveau mondial, mais il y avait aussi la petite guerre froide dans le monde arabe entre les régimes soi-disant progressistes et les régimes soi-disant réactionnaires. Nasser est célébré par les peuples et craint par les dirigeants. Dominateur, il exerce un pouvoir sans partage à la tête de la nouvelle République arabe unie. Comme en Égypte, il interdit tous les partis politiques en Syrie, appelée désormais la province du Nord. Nasser nomme son ministre de la Défense, Abdelhakim Amer, à la tête de cette province qui vit désormais au rythme imposé par le Caire. Il a fait une très grande faute en Syrie. Il n'a pas compris que la Syrie, c'est une société de la classe moyenne. Et c'est une société ouverte, c'est une société cultivée, c'est pas une société pauvre. Il a appliqué en Syrie les mêmes règles de politique qu'ils avaient appliquées en Égypte. Ce n'est pas une union, ça va être de facto une annexion par l'Égypte de la Syrie avec une importation en Syrie des méthodes policières du régime nassérien, c'est-à-dire arrestation des opposants, torture, etc. Et une sorte de pillage du pays qui va créer les conditions d'un coup d'État en 1961 de séparation entre la Syrie et l'Égypte. L'expérience de la République arabe unie prend fin en septembre 1961. Les militaires syriens, auteurs du coup d'État, remettent le pouvoir entre les mains de la bourgeoisie écartée par Nasser 2 ans auparavant. La foule qui acclamait Nasser en 1958 salue aujourd'hui l'arrivée des nouveaux dirigeants. Les symboles de l'ancienne République arabe unie sont détruits. Les Égyptiens installés dans le pays sont indésirables. Pour nombre d'entre eux, c'est la fuite pour éviter les représailles d'une population malmenée. Ils se dirigent vers Beyrouth avant d'embarquer pour l'Égypte, emportant avec eux le rêve panarabe. Le nationalisme arabe n'est pas, à mon avis, un projet politique. Le problème est qu'il a été présenté ainsi. Car on voit bien à travers l'histoire que les projets construits sur une identité, un nationalisme, sont inéluctablement voués à l'échec. Face à l'échec, il va aller dans on peut dire une course en avant vers des mesures plus radicales, une deuxième phase de la réforme agraire, la nationalisation de l'industrie, de beaucoup de sociétés étrangères ou égyptiennes. Cette folie de nationalisation à outrance, où il a donné aux gens 48 heures pour faire leurs valises, enfin ça a été une erreur colossale, mais colossale. Il a décapité entièrement l'intelligentsia égyptienne.
il a détruit un brassage culturel qui était la source vive de l'Égypte. Je crois que cette folie est née, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une folie paranoïaque, elle est née suite à la rupture avec la Syrie. Il a eu peur que les grandes familles égyptiennes ne tentent la même chose en Égypte qu'en Syrie. La bourgeoisie syrienne l'a chassé de Damas, c'est la bourgeoisie traditionnelle égyptienne qui en paiera le prix. À la tête des entreprises nationalisées, Nasser place des militaires qui formeront bientôt une classe dominante grâce aux revenus d'une corruption généralisée. Réforme agraire et nationalisation de tous les secteurs, le modèle économique de l'Égypte ressemble à celui des pays de l'Est. L'Union soviétique est son principal allié et fournisseur de machines et équipements divers. Pour Nasser, la justice sociale passe par le socialisme arabe, un socialisme compatible avec l'islam. Pour ne pas non plus sombrer totalement dans un esprit de socialisme athée qui refusait, il a parlé de socialisme arabe. Nous pouvons avoir nous-mêmes notre façon de voir les choses, notre façon d'imposer certaines conditions économiques et culturelles, tout en gardant aussi notre culture arabo-musulmane. L'islam ne quitte pas l'esprit de Nasser. Nasser sait qu'une majorité de la population égyptienne est attachée aux valeurs traditionnelles de l'islam. Mais la société est aussi soumise à d'autres influences, celle de la présence soviétique au niveau économique et culturel, et celle de la modernité occidentale qui séduit une partie de la jeunesse urbaine. Nasser fait le grand écart entre toutes ces influences. Il encourage la modernité par conviction et fait des concessions à l'islam traditionnel par calcul. Il finance l'expansion de l'importante institution religieuse El-Azhar en contrepartie de sa soumission à son pouvoir personnel. Conséquence, El-Azhar perd toute crédibilité religieuse. Les Égyptiens se tournent alors vers l'islam rigoriste prôné par les frères musulmans qui répandent leurs idées dans la clandestinité. Nasser cherche à contrer cette influence croissante, parfois en se moquant d'eux dans ses discours. En 1965, il raconte une entrevue 12 ans auparavant avec le guide des frères musulmans qui voulait imposer le voile à toutes les femmes égyptiennes. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. دخلت الجامعة. Je suis entrée à l'université en 1962-63. Il n'y avait pas une seule fille voilée à l'université. Même celles qui venaient de la campagne ne se couvraient pas la tête. Mais absolument pas. Le pays était moderne, nous l'étions tous. Les images privées de Nasser ressemblent à celles de nombreuses familles occidentales. Sa femme et ses filles ne se sont jamais voilées. Outre le jeu d'échecs qu'il pratique avec son fils aîné ou des amis, il affectionne les films américains qu'il regarde dans sa salle de projection privée. Nasser n'a jamais caché son admiration pour un certain mode de vie à l'occidental. Les jeunes égyptiens qui obtiennent des bonnes notes à leurs études universitaires étaient envoyés pour continuer leurs études supérieures aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France. Je pense qu'ils n'avaient aucun problème avec la culture occidentale. Nasser a été rejeté vers le bloc de l'Est, et lui qui détestait les communistes. Il faut savoir que c'était un anticommuniste notoire. Et il va se retrouver dans les bras des communistes. Le destin de Nasser est entre les mains des soviétiques qui avaient stoppé l'offensive tripartite de 1956 après la nationalisation du canal de Suez. L'Union soviétique est devenue depuis une alliée incontournable de l'Égypte. Lorsque le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev se rend en Égypte, Nasser le reçoit à bras ouverts.
Durant les 15 jours de sa visite, l'accueil qui lui est réservé est triomphal. Les Égyptiens lui sont redevables de l'aide à la construction du barrage d'Assouan inauguré en grande pompe. Un barrage qui améliorera la vie de millions de paysans de la vallée du Nil. Khrouchtchev n'apprécie guère Nasser, qui a emprisonné des milliers de communistes. Mais en cette période de guerre froide, l'Égypte est pour l'Union soviétique une porte d'entrée au Moyen-Orient. Les sentiments de Nasser pour Khrouchtchev ne sont pas meilleurs, mais l'aide économique et militaire des soviétiques est vitale pour l'Égypte. Surtout en cette période où le pays se trouve enlisé dans une guerre au Yémen. Une guerre civile dans laquelle sont engagés les deux grands pays du Proche-Orient arabe, l'Égypte et l'Arabie saoudite. L'Égypte est aux côtés d'officiers républicains qui ont renversé le roi du Yémen, lequel est soutenu par son voisin saoudien. Nasser, qui cherche à s'imposer comme le maître du monde arabe, pense que c'est l'occasion d'affaiblir l'Arabie saoudite qui lui dispute le leadership. Nasser était convaincu que les forces républicaines gagneraient la guerre. Il pensait aussi qu'il suffirait d'envoyer quelques instructeurs, une petite aide militaire, pour les mener jusqu'à la victoire finale. Nasser avait considéré l'Arabie saoudite comme son contrepôle. Et il a cru toujours, s'il va dépasser cet obstacle saoudien, le monde arabe va complètement tomber dans ses mains. Les monarchistes se sont révélés plus forts qu'ils ne le pensaient. Les Saoudiens voyaient ce qui se passait au Yémen, qui est à leur frontière, comme une menace avec laquelle ils ne pouvaient pas vivre. Et ils ont consacré des sommes considérables pour recruter des mercenaires européens et d'autres pays pour renforcer le camp monarchiste. Le Yémen va devenir très vite le Vietnam égyptien. Des milliers de mômes, des milliers de gosses vont partir faire la guerre là-bas. Et on peut vraiment comparer cela à la guerre du Vietnam. Ça a été là le début de la descente aux enfers de Nasser. L'Égypte s'embourbe dans cette guerre civile du Yémen qui se déroule à plus de 2000 km de chez elle. L'armée égyptienne engage des moyens importants et envoie des soldats d'élite pour combattre aux côtés des forces républicaines. Dans ce Moyen-Orient convoité par les grandes puissances, le Yémen est devenu un théâtre de la guerre froide. Les soviétiques soutiennent l'Égypte et les républicains yéménites. Les forces royalistes et l'Arabie saoudite sont, elles, aidées par les Américains et les Britanniques. La présence militaire britannique encore importante dans la région serait directement menacée si une telle guerre s'étendait à d'autres Émirats du Golfe. Cette guerre lointaine pèse lourd sur l'économie égyptienne, déjà fragile. Quand je quitte l'Égypte en 65, l'Égypte est à genoux. Il n'y a plus rien, on ne trouve plus rien dans le pays. Tous les aliments de première nécessité sont soumis à un rationnement. Donc c'est un pays ruiné. L'Égypte est un pays ruiné en 65. Malgré les difficultés économiques du pays, Nasser reste le leader du monde arabe. C'est vers lui que les peuples arabes se tournent pour résoudre le problème palestinien. L'Organisation pour la libération de la Palestine, dirigée par Ahmed Choukaïri, s'établit au Caire. Ces meetings enflammés nourrissent une surenchère guerrière contre Israël. Pour Choukaïri, les Juifs qui sont venus en bateau s'installer en Palestine doivent repartir en bateau. Les escarmouches entre l'État hébreu et ses voisins sont permanentes. Les attaques de fédayines palestiniens sont suivies de représailles aveugles. Le détournement des eaux du Jourdain par Israël crée de nouvelles tensions avec les trois pays concernés, le Liban, la Syrie et la Jordanie. C'est encore une fois vers Nasser que les Arabes se tournent pour contrer Israël. Pour le pousser à agir, la presse de plusieurs pays arabes le traite de lâche et d'agent à la solde de l'Occident. La Jordanie, la Syrie, ces pays-là, et puis auxquels se sont joints d'autres voix arabes, ont dit à Nasser, mais enfin, comment tu laisses faire?
Comment tu laisses bombarder, comment tu laisses tuer des Palestiniens, comment tu laisses tuer des Jordaniens. Tu es le champion de la cause palestinienne, le champion du monde arabe, tu ne peux pas rester les bras croisés. Et la pression était de plus en plus forte. Se présentant comme leader du monde arabe, il doit offrir une solution à la question palestinienne. Il est pris par son propre discours, c'est vrai, et par sa rhétorique nationaliste arabe, de défense du monde arabe face à Israël, face à l'impérialisme. Ce qui fait la différence entre un homme politique et un grand homme, c'est que le grand homme résiste à la pression. Il ne se laisse pas embarquer, comme s'est laissé embarquer Nasser. Nasser consulte son ami et ministre de la Défense, le maréchal Abdelhakim Amer. Celui-ci lui garantit la victoire en cas d'affrontement armé avec Israël. Nasser demande alors à l'ONU de retirer ses soldats qui s'interposent entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne à la frontière entre les deux pays. Il décide également d'interdire l'accès du détroit de Tyra aux bateaux israéliens, annulant ainsi une concession faite à l'État hébreu en 1956. Abdelhakim Amer, qui a besoin de redorer son blason après la cinglante défaite militaire de la guerre de Suez, déploie ses troupes dans le Sinaï pour impressionner l'ennemi. Amer ne pensait pas que l'escalade mènerait réellement à une guerre avec Israël. Pour lui, cette démonstration de force avait pour but d'intimider Israël afin d'obtenir des concessions. Même s'il est probable que Nasser ne voulait pas lui-même faire la guerre, il a poussé Israël dans un coin de la seule possibilité, c'était de faire la guerre. Israël a fini par comprendre qu'il n'a pas le choix, il doit faire la guerre. C'est que nous ne savions pas, c'est à quel point l'armée égyptienne était mal préparée à cette guerre. Le 5 juin 1967 à l'aube, Israël attaque l'Égypte, mais aussi la Syrie et la Jordanie. En quelques heures, l'aviation arabe est détruite au sol avant même de décoller. Sans couverture aérienne, les troupes égyptiennes sont anéanties dans le désert du Sinaï. En 6 jours, les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes sont vaincues. Israël conquiert l'ensemble des territoires de la Palestine historique, y compris Jérusalem-Est qui était sous l'autorité jordanienne, ainsi que le plateau du Golan syrien et la péninsule du Sinaï égyptien. La défaite est totale et humiliante. Des milliers de soldats égyptiens errent dans le désert du Sinaï, abandonnés par leurs officiers. Pendant ce temps, la télévision et la radio égyptienne diffusent des communiqués de victoire. Les radios ont annoncé qu'on avait descendu 50 avions israéliens, que l'armée israélienne était en train de fuir, qu'on était à 200 kilomètres de Jérusalem, que tout était réglé. C'était des bulletins victorieux à toutes les heures. J'étais à l'époque un étudiant à l'université et pendant la guerre, j'ai vu les troupes égyptiennes revenir du front. J'étais étonné et j'ai demandé à mes amis, mais qu'est-ce qu'on voit devant nous Ils n'ont pas pu imaginer que c'était un retrait des troupes égyptiennes. Ce n'est que le 9 juin que le peuple égyptien est informé de la défaite. Lors de l'allocution télévisée, les Égyptiens espèrent de leur guide un retournement de situation qui sauverait le pays. Après avoir dénoncé un complot colonialiste et accusé les États-Unis et la Grande-Bretagne d'avoir aidé Israël, Nasser reconnaît sa responsabilité, puis annonce sa démission. Le Zaïm, courageux et fort aux yeux des Égyptiens, termine son discours en retenant ses larmes. Mon père est rentré. Nous étions avec quelques proches parents à la maison. Puis, nous avons commencé à entendre des voix. Des gens, beaucoup de gens. Soudain, les alentours de la maison ont été envahis par une foule qui a commencé à chanter des chants patriotiques. Ces gens ont passé la nuit autour de la maison, jusqu'au petit matin. Des centaines de milliers d'Égyptiens viennent au Caire pour soutenir leur raïs. Durant près de 48 heures, ce sont les mêmes scènes de colère et de douleur dans tout le pays. Des hommes et des femmes de tous âges demandent à Nasser de revenir sur sa démission.
Le peuple le plébiscite, malgré le désastre, comme aucun dirigeant ne l'avait jamais été avant lui. Nasser transforme un échec en triomphe. La reconnaissance par Nasser de sa défaite, dans une allocution très émouvante à la télévision nationale, fut, qu'il l'ait voulu ou pas, un vrai coup de génie. Car l'image qu'il présentait était celle d'une Égypte forte, optimiste, puissante, qui a été défaite à cause d'un puissant complot international soutenu par les États-Unis et beaucoup d'autres puissances mondiales qui ne voulaient pas d'une Égypte de nouveau forte. L'Égypte se retrouvait avec une armée détruite, avec le Sinaï totalement occupé, avec le canal de Suez fermé. Il y avait une vraie crise dont tout le monde avait conscience et qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, arriver à résoudre. Et pour les Égyptiens, Nasser apparaît comme celui qui va pouvoir essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Ils ont pensé que rester aux côtés de Nasser, permettre à Nasser de relever la tête, était un acte symbolique pour dire « Nous n'avons pas perdu, nous sommes toujours debout ». Il y a eu des manifestations énormes dans Beyrouth en disant non, on ne veut pas, on refuse ta démission. Et pourtant, qu'est-ce que le Liban a à voir avec l'Égypte? C'était pas son président. J'ai manifesté pour qu'il reste. J'étais très très heureux quand il a dit « Je vais rester pour quelque temps, jusqu'à on va effacer les traces de l'agression contre notre pays et le monde arabe. » Le retour de Nasser est annoncé par Anwar el-Sadat, le président de l'Assemblée du peuple. Dès le lendemain, Nasser limoge Abdelhakim Amer, jugé responsable de la défaite. Quelques semaines après, le gouvernement annoncera son suicide. Pour se maintenir au pouvoir, Nasser procède à une vaste purge dans l'armée et tout l'appareil d'État. Sous la pression des autres pays arabes, il refuse tout accord de paix avec l'État hébreu et se lance dans une guerre d'usure. Désormais, l'objet de l'affrontement avec Israël est la récupération de la péninsule du Sinaï occupée, et non plus la cause palestinienne. La guerre de 1967 aggrave le sort des Palestiniens qui vivent un nouvel exode. Des dizaines de milliers d'entre eux traversent le Jourdain pour aller grossir les camps de réfugiés installés en Jordanie. Le sort des Palestiniens suscite un sentiment d'humiliation dans tout le monde arabe. Une opportunité pour les islamistes qui présentent la défaite des armées arabes comme une punition divine. Ils accusent les dirigeants arabes de s'être éloignés de l'islam, seule source de puissance. La défaite de 1967 ne fut pas sans conséquences. Elle fut un des facteurs du développement de l'islamisme. Rajoutez à cela le fait que l'islamisme, par essence, est un fascisme, car il refuse toute contradiction. C'est une idéologie qui se réfère à Dieu. Dès lors, si tu es contre elle, tu es contre Dieu. Elle a donc le droit de faire de toi ce que bon lui semble. Les frères musulmans, le groupe le plus important du camp islamiste, ont vu la défaite de 1967 comme une revanche de leur idéologie, une preuve de l'échec du nationalisme arabe et du pouvoir de Nasser. Pour eux, c'est un moment propice à leur retour. Le régime nassérien est déconsidéré. Le mouvement islamiste, développé dans l'ombre avant 1967, investit ouvertement l'espace public. Affaibli par ses échecs, Nasser est contraint à de nombreuses concessions à l'islam conservateur soutenu par l'Arabie saoudite. Nasser, le leader du panarabisme moderne, baisse les armes face au chantre du panislamisme traditionnel, le roi Faisal. Les adversaires d'hier sont aujourd'hui des alliés. Ils mettent fin à la guerre du Yémen qui les opposait depuis 1962. C'est également ensemble qu'ils réconcilient au Caire le nouveau président de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, et le roi Hussein de Jordanie, suite à un affrontement sanglant entre les Palestiniens et les Jordaniens en septembre 1970. C'est le dernier acte politique de Nasser,
qui succombe à une crise cardiaque le soir même de cet accord de paix. Lors de ses funérailles, sa dépouille est accompagnée dans les rues du Caire par des millions d'Égyptiens qui chantent « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah » et Nasser est son bien-aimé. Il est inhumé dans une mosquée qui portera son nom. Nasser mort, il n'y a plus de dirigeant capable de s'adresser au monde arabe. Il n'y a plus eu, depuis Nasser, un seul dirigeant que le monde occidental aurait pu écouter. Je pense que Nasser est une tragédie arabe, mais aussi israélienne. Et son échec, qui lui est largement imputable, son échec signifie l'échec du nationalisme pan-arabe laïque qui nous mène là où nous sommes. Si le régime de Nasser avait été démocratique, s'il avait joué le jeu démocratique, Nasser aurait été plus grand, car il jouissait d'une réelle popularité. Le problème, c'est que Nasser, qui était le plus loyal et le plus honnête des dirigeants, avait créé une machine répressive. Les dirigeants qui lui ont succédé ont trouvé là un dispositif de répression prêt à être utilisé. Nasser mort, le régime dictatorial ne disparaît pas pour autant. Son ancien compagnon d'armes, Anwar el-Sadat, endosse aisément l'habit de dictateur, avec l'appui de l'état policier mis en place par Nasser. Sadat s'emploiera à éliminer toute trace du nasserisme avec des alliés de circonstance, les islamistes, qui redeviennent la force politique dominante. C'est la fin d'un rêve de modernité de l'Égypte, symbolisé un temps par la fierté de cette paysanne qui d'une main se dévoile et de l'autre s'appuie sur le sphinx de l'Égypte éternelle. Le panarabisme de Nasser n'est déjà qu'un lointain souvenir. Dans tout le monde arabo-musulman, l'islamisme, sous toutes ses formes, ne cessera d'étendre son influence. قبل ما تشوف